Et c'est une motivation énorme pour beaucoup de jeunes astronomes d'essayer de découvrir une sœur de la Terre. Alors, vous savez que la Terre, sa grande particularité, on l'apprend je veux dire, dès qu'on est tout petit, on l'appelle la planète bleue. Bleue parce qu'elle est recouverte d'eau par les océans, l'eau qui est quelque chose d'absolument vital, notamment pour la vie. Alors, il ne faut pas croire que la Terre contient beaucoup d'eau. En fait, cette eau, c'est vraiment une toute fine pellicule à la surface de la Terre et par contre, évidemment, extrêmement importante pour la présence de vie. Alors, une question que se posent les astronomes notamment, c'est, oui, trouver des exoplanètes. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui, on est à plus de 4000 exoplanètes qui sont connues. Mais la question qu'on se pose, c'est justement par rapport à des planètes qui pourraient être habitables, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est savoir si d'autres planètes pourraient abriter la vie. Alors j'aime bien cette petite image parce qu'elle résume assez bien les conditions d'habitabilité d'une planète telle qu'on le voit aujourd'hui. C'est un petit clin d'œil aussi, évidemment, en se disant, voilà, les conditions agréables de vie. Qu'est-ce qu'il faut pour que la vie existe aujourd'hui sur Terre, que la vie continue à exister sur notre Terre? Ben, on le voit dans l'image, il y a plusieurs choses. Un, il y a l'eau. L'eau, notre corps et le corps de la plupart des animaux est constitué d'à peu près 70% d'eau. L'eau, c'est probablement de là également que la vie est apparue dans les océans primitifs, donc extrêmement importante. L'atmosphère qui nous protège tout d'abord des rayons ultraviolets et nocifs du Soleil, les rayons X par exemple, les UV et d'autres particules de haute énergie qui rentrent sur la Terre et qui pourraient éradiquer la vie s'il n'y avait pas d'atmosphère. Alors la respiration est importante aussi, mais vous savez qu'il y a des êtres vivants qui n'ont pas besoin d'atmosphère pour vivre, mais pour les êtres humains, en tous les cas, évidemment, et pour une grande partie de la biosphère, c'est extrêmement important. Troisième chose, donc on voit l'air, l'atmosphère, l'eau, et puis on voit le sol, la terre, qu'on peut ici assimiler, je dirais, aux nutriments, on va dire, aux molécules qui sont nécessaires aux organismes pour leur survie. On va puiser dans la terre les sels minéraux, etc. Et quatrième chose qui est on pourrait dire matérialisé par le parasol et le fait qu'il y a du soleil. Le soleil, évidemment, notre étoile, source d'énergie, énergie extrêmement importante, évidemment, puisque c'est elle, cette énergie, qui va permettre les réactions chimiques sur notre planète, notamment, par exemple, pour les végétaux, avec la photosynthèse et les animaux qui mangent les végétaux, etc. Donc, c'est résumé très rapidement, mais ici, vous avez quand même aujourd'hui ce que, en tant qu'astronome ou astrobiologiste, pour les astronomes qui s'intéressent à l'émergence de la vie dans l'univers, comment on peut considérer une planète habitable, ce qu'il faut comme ingrédient. Donc pour les astronomes, finalement, comment est-ce qu'on va réussir à trouver notamment l'eau liquide? Si on regarde dans notre système solaire, en fait, la Terre est la seule planète qui a de l'eau liquide. Je dis bien liquide parce que l'eau, elle est présente en très grande quantité partout dans notre système solaire, pratiquement sur toutes les planètes, en fait. Par exemple, Mars, on sait calottes polaires. Dans le sol de Mars, les anneaux de Saturne, ce sont des petits glaçons, de la glace. Les comètes, il y en a des milliards dans le système solaire. Tous les satellites des planètes géantes, comme Jupiter, Saturne, ont des petits satellites de glace. On trouve de la glace partout, mais de la glace d'eau, mais l'eau sous forme liquide, elle ne se trouve en fait que sur notre planète la Terre, parce que, première chose, pour avoir de l'eau liquide, et pas de l'eau qui est gelée ou qui se soit évaporée, on comprend tout de suite qu'il faut que la planète soit située dans cette fameuse zone habitable qui n'est ni trop proche de son étoile, où il ferait trop chaud, c'est le problème pour Mercure et Vénus, vous voyez, qui sont les deux premières planètes dans le système solaire, ni trop loin, comme les planètes lointaines du système solaire, voire Mars, qui est juste à la limite de la zone habitable. Donc, on peut revenir sur le cas de Mars plus tard, si vous voulez, lors d'une question, c'est assez intéressant également. Donc, en fait, en fonction du type d'étoile, parce qu'il faut savoir que
dans notre galaxie, il y a des milliards d'étoiles, qu'il y en a beaucoup qui sont semblables au Soleil, mais qu'il y a aussi des étoiles plus petites que le Soleil, qui sont plus froides, plus chaudes, et qu'il y a des étoiles qui sont plus grosses que le Soleil, qui peuvent être aussi plus chaudes ou plus froides. Et donc, en fonction de la taille de l'étoile et aussi de sa température, vous imaginez bien que cette zone habitable va, sa position dans le système stellaire va changer. Elle va être plus ou moins proche de l'étoile ou plus ou moins loin en fonction de, on va dire, du type d'étoile, de sa taille et de sa température. Donc ça, bien retenir. Alors autre chose, oui, Mars, revenons rapidement sur Mars, et on peut se demander, on se pose la question depuis longtemps, mais où est-ce qu'ils sont les Martiens? Vous savez, quand on parle des extraterrestres, on parle d'abord des Martiens, c'est toujours un petit peu rigolo. Il y a beaucoup dans la littérature de science-fiction, c'est parce qu'en fait, Mars, on y a vu à une époque, certains astronomes, peut-être des canaux à la surface de Mars, en fait, ils s'étaient trompés avec leur télescope. Donc on a cru pendant tout un temps, à cause de changements qui se passaient sur Mars, qu'on pouvait observer avec les calottes polaires, etc., qu'il pouvait y avoir de l'eau et de l'eau liquide à la surface de Mars, et peut-être des Martiens. D'où tout, on va dire, le folklore autour des Martiens sur Mars. Mais aujourd'hui, on sait qu'en tous les cas, il n'y a plus à la surface de Mars une forme de vie très développée. Il pourrait, certaines personnes pensent qu'il pourrait encore y exister peut-être des petites bactéries ou une vie microbienne sous la surface de Mars, peut-être dans des lacs sous la surface de Mars, mais tout ça c'est encore fort spéculatif, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur cette hypothèse. N'empêche, quand on regarde toutes les planètes de notre système solaire, c'est clair que Mars était probablement un des endroits les plus intéressants pour aussi trouver de la vie, mais il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, on a visité toutes les planètes du système solaire, il n'y a rien comme forme de vie évidente à la surface des autres planètes. Il y a peut-être un mince espoir, peut-être le meilleur espoir qui reste dans notre système solaire, ce serait à l'intérieur des lunes de Jupiter, notamment la grosse lune Europa, par exemple, ou Ganymède, qui pourrait avoir un océan liquide à l'intérieur de la surface, sous la croûte de glace de ce satellite de Jupiter. Il y a des missions qui sont prévues par la NASA dans longtemps, mais c'est quelque chose qui est étudié par les astronomes à l'heure actuelle. Alors, s'il n'y a pas de la vie dans notre système solaire, bon, ça paraît un petit peu désespérant, malheureusement, mais voilà, quand on regarde le ciel, particulièrement quand on regarde un beau ciel étoilé sans pollution lumineuse, on peut découvrir en fait finalement que notre univers est rempli d'étoiles et qu'il y a donc bien d'autres endroits pour regarder et trouver de la vie. Et notamment chercher bien sûr d'abord des planètes, ce qu'on appelle des exoplanètes, autour d'autres étoiles. Alors si on veut faire le compte, dans notre propre galaxie, qui est donc cette entité d'étoiles dont le Soleil fait partie, qui est, on pense, une galaxie spirale, un petit peu comme celle que je vous montre ici. Bien sûr, on ne peut pas avoir notre propre galaxie de l'extérieur, puisqu'on est dedans. Le Soleil est une étoile parmi les 300 milliards d'étoiles de notre galaxie. Donc rien que notre galaxie, elle contient 300 milliards d'étoiles. 300 milliards d'étoiles, 300 milliards de soleils. Ici, donc, vous voyez toutes les petites taches brillantes que vous voyez dans cette image, ce sont des étoiles de cette galaxie lointaine. Et il faut savoir que des galaxies dans l'univers, quand on utilise par exemple Hubble Space Telescope, qui est le télescope de la NASA dans l'espace, quand on le tourne vers une petite région du ciel, ne serait-ce qu'une petite région du ciel, et qu'on prend de très longues photographies, on se rend compte que le fond du ciel est tapissé de galaxies, bien plus que d'étoiles. Et donc ici, tout ce que vous voyez pratiquement, ce sont des galaxies. Et ces galaxies contiennent chacune des dizaines, voire des centaines de milliards d'étoiles. Ça donne un petit peu le vertige. L'univers est extraordinairement grand. Et aujourd'hui, le décompte de galaxies dans l'univers, alors c'est des calculs qu'on fait, de comptage, etc. C'est une estimation. Ça change de temps en temps, mais en gros, aujourd'hui, on pense qu'il y a environ 2000 milliards
de galaxies dans notre univers, donc 2000 milliards de galaxies qui chacune contiennent des centaines de milliards d'étoiles. Donc ça fait quand même beaucoup d'endroits pour espérer quand même peut-être un jour trouver la vie, et probablement que donc notre planète n'est pas l'unique à pouvoir abriter la vie, évidemment, par rapport à cette énorme quantité de planètes, d'étoiles et de planètes, sans aucun doute. Alors la première découverte, ça va, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, pour être sûr que je ne parle pas. Non, ne vous inquiétez pas. Très bien, parfait. Donc il faut savoir que ce qui est assez étonnant, c'est que la découverte des exoplanètes est quelque chose finalement de très récent. Alors, il y a tout juste 25 ans, moi j'en ai plus de 40, et j'étais déjà intéressé par l'astronomie à l'âge de 13 ans, et jusqu'il y a seulement 25 ans, on n'avait pas découvert les exoplanètes. Donc j'ai vécu de mon vivant la découverte incroyable des exoplanètes. Ce qui est assez étonnant d'être de la première exoplanète, et puis de toutes les exoplanètes qui ont été découvertes maintenant depuis 25 ans, mais ce qui est assez étonnant, c'est que les astronomes n'y croyaient pas beaucoup. Et que les astronomes pensaient, comme la plupart des gens, que notre système solaire était quelque chose d'unique, d'exceptionnel dans l'univers. Alors il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que c'est évidemment une conception extrêmement égocentrique. Et quand on regarde au travers de l'histoire des sciences, l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'homme a toujours cru qu'il était quelque chose d'exceptionnel, d'unique dans l'univers. Et c'est assez rigolo de voir que finalement, comme vous le savez, il y a même des gens qui le croient encore, on pensait il y a très longtemps que l'homme et la Terre étaient au centre de l'univers, qu'elle était d'ailleurs plate, et que tout tournait autour de nous. S'il n'y a pas pire exocentrisme que ça, c'est difficile à faire. Et pourtant, c'est ce qui a prévalu pendant très très longtemps. Et bien sûr, par exemple, l'Église catholique a supporté cette affirmation que l'homme était le centre de l'univers, créé par Dieu, etc., et la Terre également. Puis les astronomes ont commencé à un petit peu regarder les choses, mais c'est seulement à partir de Galilée qu'on a compris, donc il y a 400 ans, que finalement notre planète, la Terre, tournait autour du Soleil. D'accord? Et que ce n'était pas le contraire et que rien ne tournait autour de nous, que la Terre tournait autour du Soleil. Mais malgré cette découverte, on a mis le Soleil au centre de l'univers, alors que le ciel était criblé d'étoiles. Il a fallu encore attendre plus de 200 ans pour que finalement on se rende compte que notre Soleil n'était qu'une étoile parmi toutes les étoiles qu'on pouvait voir dans le ciel. Et que cette étoile faisait partie d'une galaxie, d'accord, remplie d'étoiles. Mais on a encore mis le Soleil au centre de la galaxie. Et ainsi de suite. Quand on a découvert les galaxies, on a mis notre galaxie au centre de toutes les galaxies. Et c'est juste que seulement finalement en 1939, avec la découverte de l'expansion de l'univers et la découverte des autres galaxies dans le ciel, que finalement la place de l'homme est devenue toute petite dans notre univers gigantesque. Mais encore, donc jusqu'il y a 25 ans, on pensait malgré tout que la Terre devait être quelque chose de totalement unique dans l'univers. Et la vie, bien sûr, aussi quelque chose d'unique. Aujourd'hui, on a su faire sauter le tabou qu'il existe d'autres exoplanètes. Le dernier tabou qui reste à faire sauter, c'est la vie, évidemment, qui reste encore un énorme tabou. Quand je dis tabou, dans le sens que c'est quelque chose qui est lié à la Terre et unique aussi dans notre univers. Bien sûr, les scientifiques aujourd'hui, ils pensent autrement, et les lois de la physique, les lois de la chimie étant partout les mêmes, on pense que ce qui s'est passé sur Terre a pu se reproduire, et peut-être en train de se reproduire dans énormément d'autres places, bien sûr, ne serait-ce que dans notre propre galaxie. Alors, la première exoplanète qui a été découverte l'a été par deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queloz, qui d'ailleurs l'année passée, si vous suivez un petit peu ça, ont obtenu le prix Nobel de physique pour leur découverte de la première exoplanète. Alors la chose très étonnante, c'est que, donc encore une fois, on ne s'y attendait pas, et donc ils l'ont un petit peu trouvé, pas par hasard, parce qu'ils cherchaient des petites étoiles, etc., mais ils ont trouvé cet objet qui avait finalement la masse d'une planète qui n'était pas une étoile et qui tournait autour d'une autre étoile. Et c'est l'exoplanète 51 Pégasi.
qui, tout de suite, rapidement, ils se sont rendus compte qu'elle était extrêmement différente de la Terre et même de toutes les planètes qu'on connaissait dans notre système solaire. Puisque cette exoplanète, donc exoplanète, qu'on appelle aussi parfois planète extrasolaire, mais on utilise un petit peu moins ce terme-là, ce sont des planètes donc, qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Je rappelle que dans notre système solaire, il y a 8 planètes. Jusqu'il y a peu, en 2006, il y avait 9 planètes avec Pluton, mais Pluton est devenu planète naine, donc il y a 8 planètes principales et 4 ou 5 petites planètes naines maintenant dans notre système solaire. Pluton, Cérès, etc. Mais donc, cette première exoplanète n'a rien à voir avec toutes celles qu'on connaît dans notre système solaire. C'est ce qu'on appelle un Jupiter chaud. C'est une planète qui a à peu près la taille et la masse de Jupiter, un peu plus grosse, un peu plus massive, mais par contre, qui a une orbite autour de son étoile extrêmement proche. Jupiter est assez loin du Soleil, à 750 millions de kilomètres du Soleil, et elle met 10 ans pour faire le tour du Soleil. La Jupiter chaud qu'ils ont trouvée, à leur grand étonnement, elle met 4 jours pour faire le tour de son étoile. Bien sûr, vous comprenez pourquoi on l'appelle chaude, parce que si elle met 4 jours pour faire le tour de son étoile, alors que la Terre met 1 an pour faire le tour de son étoile et Mercure met 50 jours pour faire le tour du Soleil, c'est parce qu'elle est extrêmement proche de son étoile. D'accord ? Donc, elle est très chaude, brûlée par les lumières, par évidemment la chaleur de son étoile. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu si longtemps pour trouver les premières exoplanètes? D'abord parce que, comme je l'ai dit, peu d'astronomes y croyaient. Peu d'astronomes pensaient qu'il pouvait exister d'autres exoplanètes et que finalement le processus de formation des planètes du système solaire était quelque chose de totalement improbable, collision entre 2 étoiles, de la matière arrachée et que ça permet de former des planètes. Aujourd'hui, la compréhension est totalement différente. On pense que quasi toutes les étoiles forment des planètes autour d'elles, et pas par collision, mais simplement dans le processus de formation de l'étoile. Vous avez un disque de matière qui se trouve autour de l'étoile au moment de la formation de l'étoile, et ce disque de matière va permettre la formation de planètes en son sein, qui vont rester en orbite autour de l'étoile. Alors pourquoi est-ce que c'est très difficile de trouver une exoplanète? Alors c'est parce qu'il faut se rendre compte qu'une étoile, c'est gigantesque, et qu'une planète, c'est tout petit. Même les plus grosses planètes, par rapport à leur étoile, sont petites. Pour vous donner une idée, donc, quand vous voyez le disque du Soleil dans le ciel, vous l'avez déjà vu au coucher du Soleil, par exemple, il faut vous dire que vous pouvez mettre le long du diamètre du Soleil 110 fois la Terre. 110 fois la Terre devant le diamètre du Soleil. Ça veut dire qu'en volume, si on faisait la petite formule en gros, mais si on imaginait que le Soleil est un cube, ben, il suffit de faire 100 fois 100 fois 100, donc on arrive à 1 million. Donc le Soleil, on peut mettre en gros 1 million de Terre à l'intérieur. Donc le Soleil est 1 million de fois plus volumineux que la Terre, beaucoup plus massif aussi, bien sûr. Beaucoup plus gros, beaucoup plus brillant, puisque la différence entre planète et étoile, c'est qu'une étoile, elle émet sa propre lumière à cause des réactions de fusion nucléaire qui se passent dans le cœur, d'accord, tandis qu'une planète ne fait que refléter la lumière de l'étoile. Du coup, une étoile, c'est super brillant, une planète, c'est tout petit, et ça ne brille pas. Alors, vous allez dire, si ça brille, les planètes, on les voit quand on regarde dans le ciel, Jupiter, Vénus, etc., ça brille quand même pas mal, mais ça brille en fait parce que ça réfléchit la lumière de l'étoile, principalement. Et le gros problème, c'est que c'est pas beaucoup de lumière qui est réfléchie, et que quand on regarde une étoile de loin, évidemment, les planètes, comme elles circulent quand même très proches de leur étoile, elles vont être perdues dans la luminosité de l'étoile. Et donc, pour vous donner une petite analogie, imaginez un phare sur la côte avec une petite luciole qui est sur le phare, et la petite luciole, c'est la planète, et l'étoile, c'est le phare. Gros problème, vous regardez avec votre télescope, vous n'arrivez pas à voir la planète parce qu'elle est beaucoup moins lumineuse que son étoile, et elle est perdue dans la luminosité de son étoile parce qu'elle est très proche. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire, et il a fallu attendre l'amélioration des technologies pour pouvoir arriver aussi technologiquement à faire cette découverte. Mais si les astronomes l'avaient voulu, s'ils l'avaient vraiment cherché, ils auraient quand même pu trouver probablement plusieurs années auparavant les premières exoplanètes. Il y avait eu quelques tentatives, mais pas avec les bonnes techniques. Alors je vais vous parler très rapidement maintenant de quelques techniques. Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est facile de trouver une exoplanète.
on prend son télescope, on regarde et on cherche des planètes qui tournent autour de l'étoile. Bon, comme je viens de l'expliquer, en pratique, c'est quasi infaisable, même avec les plus grands télescopes du monde, parce que l'étoile est des milliers, voire des millions de fois plus brillante que sa planète, qui est trop proche. Malgré tout, il y a eu quelques beaux succès ces dernières années, dans les 10 dernières années, mais il y a assez peu de systèmes connus comme ça, en utilisant les plus grands télescopes du monde. Ici, vous voyez le télescope Gemini, qui fait 8 mètres de diamètre, qui est installé, celui-là c'est le sud, donc qui est installé au Chili. Il fait 8 mètres de diamètre, c'est un des plus gros télescopes du monde. L'avantage d'avoir un très gros télescope, c'est que ça vous permet d'avoir une très bonne résolution, de voir des tout petits détails. Et aussi, bien sûr, de voir des objets faiblement lumineux. Mais pour arriver à voir, à faire directement une photographie des exoplanètes, on imagine donc, comme je vous dis, ça pourrait être la technique la plus facile, il va falloir cacher la luminosité de l'étoile. Et c'est ce que vous voyez ici, dans l'image où on voit les petits points qui tournent autour d'une tache noire, c'est que vous avez l'étoile au centre de l'image qui a été occultée par un système technique, et on peut voir autour, alors si vous regardez, vous voyez les années qui défilent, hein, les images ont été faites à quelques années d'intervalle, et vous voyez 4 exoplanètes qui tournent autour de l'étoile. C'est un cas unique, celui-là, assez exceptionnel. Mais les planètes que vous voyez là-bas ne sont pas des planètes de type terrestre, ce sont des planètes géantes, plutôt de type Jupiter, voire plus gros, et qui sont bien plus loin de leur étoile, et surtout, qui sont toujours en formation. Et donc, si on les voit, c'est parce qu'en fait, elles émettent aussi pas mal de lumière en infrarouge et qu'avec des techniques très particulières, on a pu cacher la lumière de l'étoile et pouvoir, avec un beau contraste, voir apparaître les exoplanètes autour. Évidemment, c'est super, ça, c'est assez fantastique parce que là, on voit directement les exoplanètes. On pense que dans 10, 20, 30 ans, avec de grands télescopes dans l'espace, on devrait arriver à pouvoir faire ce genre d'image également avec des planètes plus petites et plus proches de leur étoile. Ce serait évidemment la meilleure technique pour découvrir les exoplanètes. Mais une des techniques qui a marché le plus et qui a permis la découverte justement de la première exoplanète, c'est la technique qui a été développée par les Suisses principalement, qui ont construit des spectrographes de très haute précision. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais eux, ils utilisent une méthode qui est dite la méthode des vitesses radiales. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, ici, sur l'image, vous voyez l'étoile, d'accord? Host star, donc l'étoile haute, et vous voyez autour une planète. Donc, les tailles ne sont pas respectées, c'est vu en perspective. Donc, vous imaginez, la planète est plus proche de nous, elle est en train de tourner, donc l'exoplanète, d'accord, autour de son étoile. Et ce qu'il faut savoir, et c'est ça qu'ont utilisé, cette info-là qu'ont utilisé les Suisses et beaucoup d'autres équipes par la suite pour la technique des vitesses radiales, c'est que vous savez tous que le Soleil nous attire la Terre et les planètes, et que c'est pour ça que les planètes sont en orbite autour de l'étoile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la planète aussi attire l'étoile. C'est la loi de la gravitation de Newton. Vous savez que les deux corps s'attirent mutuellement. Mais comme l'étoile est beaucoup plus massive que la planète, on ne la voit pratiquement pas bouger. D'accord? Mais en réalité, c'est ce qui est représenté par le fait que vous avez une petite ellipse ici, avec l'étoile représentée à ces deux positions extrêmes. En réalité, l'étoile, elle oscille un petit peu autour de sa position du fait qu'il y a une planète ou plusieurs planètes qui tournent autour et qui l'attirent également et la repoussent par rapport à nous. Donc en fait, vu de l'exoplanète, on va voir l'étoile qui va s'éloigner un petit peu de nous, de la Terre, d'accord, et se rapprocher un petit peu. Et quand vous avez un signal lumineux qui se rapproche de nous, enfin un objet, pardon, qui émet de la lumière et que cet objet se rapproche de nous ou s'éloigne de nous, ça produit une variation de fréquence. Je pense que vous connaissez probablement ce phénomène qui s'appelle l'effet Doppler, d'accord, qu'on connaît aussi pour les sons. Le bruit de l'ambulance qui s'approche est plus aigu que quand l'ambulance s'éloigne. C'est la même chose pour la lumière. Quand l'étoile se rapproche de nous, les longueurs d'onde sont décalées vers le bleu, c'est ce qui est représenté ici, et vous voyez que la longueur d'onde est plus petite, plus aiguë en quelque sorte pour le son, c'est vers le bleu, et quand l'étoile s'éloigne de nous, okay, par le fait que l'exoplanète va l'attirer de l'autre côté, on a un décalage vers le rouge. Et donc en fait, quand on observe une étoile à très haute précision en spectroscopie,
on peut arriver à voir, alors c'est assez incroyable, mais c'est vrai, on peut arriver à voir cette étoile qui bouge d'une dizaine de centimètres autour de son centre de gravité. D'accord? En fonction évidemment de la masse de la planète, l'étoile va être plus ou moins attirée et va donc plus ou moins bouger autour de son centre de masse. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir d'ailleurs, dans ce cas-là, déterminer la masse de l'exoplanète. Donc cette technique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est sensible à la masse. Plus la planète va être massive, plus elle va faire bouger son étoile, plus donc on va pouvoir dire, voilà, c'est une grosse planète, enfin une planète massive ou une planète plus massive. La distance aussi à son étoile joue. Donc c'est la technique des vitesses radiales. Voilà. La technique que nous utilisons à Liège, et que beaucoup d'autres utilisent également, et notamment des satellites dans l'espace, c'est la technique des transits. Alors, si la méthode des vitesses radiales fonctionne quasi dans tous les cas, dans toutes les configurations orbitales, parce que quasi dans tous les cas, on va voir l'étoile qui bouge à cause de la révolution de sa planète autour, pour la technique des transits, que je vais vous expliquer maintenant, il faut une configuration très spéciale. Alors, les transits, on connaît ça dans notre système solaire. On observe ça de temps en temps, c'est un phénomène très rare, vous l'avez peut-être déjà observé. C'est très rare pour Vénus, un peu plus fréquent pour Mercure. Pour Vénus, ça se passe seulement 2 ou 3 fois par siècle, malheureusement. Mais quand la planète Vénus passe pile entre nous et le Soleil, qui est ici matérialisé par le disque orange, évidemment, c'est une vraie photographie, on voit une tache noire qui va se déplacer progressivement devant le Soleil. Donc, cette image est une composition, est un composite. C'est une image que j'ai réalisée en 2012 quand j'ai été observé le transit de Vénus devant le Soleil. Et donc, on pouvait voir à peu près, c'était tous les quarts d'heure, quelque chose comme ça, la planète Vénus se déplacer devant le disque solaire. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser cette technique pour découvrir les exoplanètes? Imaginez une autre étoile, d'accord, dans le ciel, qui possède des planètes, et l'orbite de ces planètes est telle que les planètes, ou la planète, passe pile juste entre nous et son étoile. Ce qui va se passer, c'est que la luminosité de l'étoile va baisser parce que la planète, elle n'est pas transparente, elle est opaque, comme vous le voyez par le petit disque noir, et donc elle va bloquer une partie de la luminosité de l'étoile. Et donc la luminosité de l'étoile va chuter à cause du fait qu'il y a quelque chose qui passe devant. Et si vous pouvez réobserver cette chute de brillance, qui a une forme particulière que je vais vous montrer, vous pouvez aussi déterminer la période de la planète. Si vous la voyez repasser, par exemple, tous les 10 jours, vous savez qu'elle tourne en 10 jours autour de son étoile. Donc la technique qu'on a utilisée pour trouver le système TRAPPIST 1, et que donc beaucoup d'autres projets aussi utilisent, c'est pas nous qui avons inventé ça, c'était inventé avant nous, il y a eu des télescopes dans l'espace aussi pour le faire, c'est la technique dite des transits. Et donc ce qu'on fait, c'est on observe avec les télescopes un champ d'étoiles ou une étoile particulière, et on va rester dessus pendant toute une nuit, puis 2 nuits, 3 nuits, jusqu'à 10 nuits. Nous, notre technique, c'était de prendre certains types d'étoiles et de rester autour et d'observer cette étoile pendant 10 à 20 nuits. Et on prend des images toutes les minutes, en gros. Et vous voyez, chaque petit point noir, c'est la mesure du flux de la luminosité de l'étoile toutes les minutes. Et vous construisez ce qu'on appelle une courbe de lumière en fonction du temps. D'accord? C'est le flux de l'étoile qu'on observe au cours du temps. Et si vous avez de la chance, alors évidemment, il faut faire beaucoup d'observations, être très patient. Vous pouvez voir à un moment la luminosité de l'étoile qui va baisser et mettre une toute petite fraction. Et donc, il faut aussi des instruments très sensibles, observés dans bons sites d'observation ou dans l'espace. Vous voyez la luminosité qui atteint un minimum quand la planète est devant son étoile. Et puis, quand la planète va ressortir du disque de l'étoile, vous voyez la luminosité qui va remonter et revenir sur un plateau. Et si vous avez la chance d'observer un signal de cette forme-là, vous pouvez avoir une bonne chance d'avoir découvert une exoplanète. Donc, c'est la technique qu'on utilise. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de satellites qui utilisent, de télescopes, de projets qui utilisent cette technique, qui est celle qui a permis le plus grand nombre de découvertes.
notamment grâce au fameux télescope de la NASA Kepler, qui a arrêté de fonctionner il y a quelques années, notre télescope spatial de la NASA qui s'appelle TESS, qui est dans l'espace pour l'instant et qui est en train de faire de très belles découvertes. Et puis il y en a eu d'autres, et vous voyez aussi des expériences aussi sur Terre, avec de nombreux télescopes, généralement de relativement petits télescopes qui ont des grands champs et qui permettent d'observer à la fois d'un coup des milliers d'étoiles parce qu'il faut avoir la chance d'avoir une étoile qui ait des planètes qui soient parfaitement alignées avec la Terre. Parce que si les planètes passent au-dessus ou en dessous, ce qui va se passer dans la majorité des cas, vous ne verrez pas de transit, vous ne verrez pas de baisse de luminosité de l'étoile. Évidemment, quand on est dans l'espace, c'est mieux parce qu'on n'a pas l'atmosphère qui va nous gêner pour détecter les exoplanètes. On va avoir une meilleure précision. Alors nous, à Liège, il y a tout juste 10 ans, en fait, c'est assez rigolo, mais c'est aujourd'hui, il y a 10 ans, le 10 juin 2010, on a fait la première lumière, la first light, comme on dit, de notre propre télescope, qui s'appelle TRAPPIST. Alors on voulait que le nom soit bien belge pour que les gens s'en souviennent. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous êtes des fêtards à Lille comme à Liège, vous connaissez probablement les bières belges qui sont les meilleures bières au monde, les trappistes, qui sont faites par des moines dans leur abbaye, les bières trappistes. En fait, jusqu'il y a récemment, il y avait 7 bières trappistes, dont 6 belges, la Chimay, Orval, Rochefort, etc. Et avec mon collègue Michael Gillon, on est particulièrement fan de ces bières. Et donc, on a pensé à appeler le télescope TRAPPIST, qui est en fait un acronyme qui signifie Transiting Planets, donc planète en transit, donc vous avez compris avec ce que je viens de vous expliquer, and Planetesimal Small Telescope. Donc, planétésimal, ce sont les comètes et les astéroïdes, c'est ma spécialité principalement, et Small Telescope parce que c'est un petit télescope. Donc, c'est un petit télescope robotique qu'on utilise uniquement pour chercher des exoplanètes et étudier les exoplanètes, ainsi que les petits corps du système solaire, les comètes et les astéroïdes. Petite parenthèse, les comètes et les astéroïdes, ce sont, on va dire, les briques qui ont permis à former les planètes. Les planètes se sont formées par agglomération de plus petits corps, comme les comètes et les astéroïdes. Alors ici, la photo où vous voyez avec mon collègue Michael Gillon, c'était il y a tout juste 10 ans, à Santiago du Chili, où pour fêter la première lumière, on a réussi à trouver dans un bar à Santiago une trappiste, en fait deux, des Rochefort, qu'on a payé le prix fort, mais elles avaient vraiment un bon goût. Alors, où est installé notre télescope TRAPPIST, qui aujourd'hui s'appelle TRAPPIST Sud, parce qu'on en a un autre dans le nord. Il est installé dans l'hémisphère sud, dans un endroit que je connais très bien, qui s'appelle le désert d'Atacama. J'ai travaillé pendant 8 ans là-bas pour l'Observatoire européen austral. J'ai réalisé ma thèse dans le gros télescope que vous voyez dans le fond, le 3,6 m, qui est un télescope qui date des années 70. Moi, ma thèse, je l'ai défendue en l'an 2000. Et vous voyez toute une panoplie de télescopes ici sur la crête de cette montagne. Il faut savoir que le Chili est l'Eldorado pour les astronomes, le désert d'Atacama en particulier, désert d'altitude, en moyenne à 3000 mètres d'altitude, extrêmement aride et avec environ 300 nuits dégagées par an. Donc ça, évidemment, c'est le bonheur pour les astronomes. C'est aussi le ciel de l'hémisphère sud. Alors, TRAPPIST, il est installé ici, dans ce petit télescope. Alors, c'est amusant, c'est un télescope suisse, un ancien télescope suisse qu'on a récupéré. En fait, on a récupéré le dôme et on y a installé à l'intérieur notre télescope robotique de nouvelle génération connecté à Internet avec une caméra CCD, comme on appelle, très sensible, de dernière génération. Donc voilà 10 ans que depuis l'hémisphère sud, on cherche les exoplanètes et on étudie les comètes. Et il va y avoir 4 ans, on a également réussi à avoir des fonds pour installer un deuxième télescope, un télescope jumeau, dans l'hémisphère nord, dans l'Atlas marocain, donc aussi à environ 3000 mètres d'altitude, dans les montagnes, à 2h30 de route de Marrakech. Ici, en fait, c'est mon groupe d'étudiants de l'année passée, puisque je donne un cours à l'Université de Liège sur les techniques d'observation.
Et ce cours consiste en fait à aller passer une petite semaine au Maroc, à Locaumden, donc dans les montagnes, pour faire des observations avec ce télescope, qui normalement est robotique. On ne va pas sur place parce qu'on peut le piloter depuis chez soi, depuis n'importe où on a Internet en fait. Mais bien sûr, là, je vais avec eux, on y va ensemble pour vraiment vivre la vie de l'astronome, pour de vrai, on va dire. Donc, ce qui est très intéressant maintenant avec nos deux télescopes trappistes, c'est les deux gros points rouges ici, on a accès à toute la sphère céleste, puisqu'on a accès à l'hémisphère nord et à l'hémisphère sud céleste. Alors, venons-en à notre découverte. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les péripéties de la découverte, mais ça a été une aventure assez extraordinaire. Et au final, on a même réussi à obtenir du temps plus de 1000 heures d'observation sur des télescopes de la NASA dans l'espace, télescope spatial Spitzer, télescope infrarouge qui vient tout juste de terminer ses activités après une dizaine d'années de très bons et loyaux services. Pas un télescope dédié uniquement aux exoplanètes, mais donc un télescope d'environ 1 mètre de diamètre pour observer en infrarouge. Et la découverte a été réalisée avec notre petit télescope trappiste. On a réalisé probablement une des plus belles découvertes qui ait jamais été faite au niveau des exoplanètes, avec un tout petit télescope, alors que la NASA a mis des milliards dans l'espace pour essayer d'en trouver aussi. Ils en ont trouvé 4000, mais ils n'en ont pas trouvé une aussi intéressante. Enfin, ils en ont trouvé des qui sont très intéressantes également, je blague un petit peu, mais c'est vrai que le système TRAPPIST A est totalement exceptionnel. Cette découverte qui a été publiée en 2 temps, d'abord on a publié 3 planètes et puis on a publié 7 planètes au total qu'on a pu confirmer avec le télescope spatial infrarouge de la NASA, nous a permis de faire la une de la revue Nature, qui est des toutes grandes revues scientifiques. Vous voyez ici la couverture et publier l'article à l'intérieur. Maintenant, vous êtes des spécialistes des courbes de transit d'exoplanètes. En fait, ce que vous voyez ici dans les différentes couleurs, vous remarquez exactement ce que je vous ai expliqué. Hein. Donc, des petits points, et puis une baisse de luminosité, et puis hop, on revient à la luminosité normale de l'étoile. Vous remarquez que plus on s'éloigne de l'étoile, parce que là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas trouvé 1, 2 ou 3, mais on a trouvé 7 au total. Vous remarquez que plus on s'éloigne de l'étoile, plus le transit dure longtemps. C'est normal, hein. Plus la planète est loin de son étoile et puis elle met du temps pour faire le tour de son étoile. Vous voyez aussi que les profondeurs sont un petit peu différentes. Alors, est-ce que vous avez une idée, si je peux vous poser une question et si vous essayez d'y répondre, est-ce que vous avez une idée de ce qui peut déterminer la profondeur du transit? Donc, la longueur du transit, ça va être le temps, puisque c'est le temps qui passe, ça va être le temps que met la planète pour passer devant son étoile, ce qui Par contre, la profondeur, elle est liée à un autre paramètre. Qu'est-ce que ça pourrait être, la profondeur? La masse de la planète? Alors, ce n'est pas la masse de la planète, parce que si tu repenses au transit, qu'est-ce qui se passe durant le transit? La planète, elle passe devant l'étoile. Et qu'est-ce qu'elle fait? Exactement. C'est le diamètre, parce qu'en fait, c'est la taille. Parce qu'en fait, quand la planète est devant, elle cache la luminosité de l'étoile. Donc, plus la planète est grosse, plus elle va cacher la luminosité de l'étoile, donc plus elle va faire baisser la luminosité de l'étoile. La masse de l'étoile, elle ne peut pas être déterminée par cette technique. C'est par la technique des vitesses radiales que j'ai expliquée auparavant. Mais par contre, la technique des transits, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle nous donne une idée de la taille de la planète. D'accord ? Plus une planète est petite, moins elle va cacher son étoile, plus elle est grosse, plus elle va cacher son étoile. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on voit que la première, elle a une baisse de luminosité un peu plus importante que les autres, mais que la dernière, un peu plus faible, mais qu'en gros, elles produisent à peu près toutes la même baisse de luminosité. Et en fait, c'est dû au fait que toutes ces planètes ont pratiquement toute la même taille, et, chose étonnante aussi, elles ont pratiquement toute la taille de la Terre. C'est pour ça qu'on dit aussi que ce sont 7 planètes de type terrestre, parce que ce ne sont pas des planètes géantes gazeuses, comme dans notre système solaire. Donc, en fait, dans ce système TRAPPIST 1, il y a des tas de choses que je vais vous montrer qui sont assez extraordinaires, mais une de ces choses, c'est qu'il y a 7 planètes, et ce sont 7 planètes telluriques. Il y a plein de planètes géantes dedans. Autre chose assez incroyable, et qui a fait, parce qu'on souvent on nous demande, mais comment est-ce que c'est possible que vous avez réussi pareil, alors que voilà, la NASA, avec leur télescope, ils ont 4000 exoplanètes, mais
ils n'en ont pas trouvé une comme ça. C'est en fait parce que, comme on n'avait pas les moyens, comme on n'avait pas l'argent pour regarder autour d'étoiles de type solaire, comme notre Soleil, on a regardé des transits autour de plus petites étoiles que le Soleil. Et en fait, l'étoile Trappiste 1, qui aujourd'hui s'appelle Trappiste 1, sinon son nom, c'est un autre code très compliqué à plus de 10 chiffres, Trappiste 1, c'est une mini-étoile. Trappiste 1 fait partie de la classe de ce qu'on appelle les naines rouges ultra froides. Donc à gauche, vous avez une image du Soleil. À droite, vous avez une image là c'est un dessin, d'une naine rouge ultra froide. Ça vous donne une idée de sa taille, 10 fois plus petite que le Soleil, 10 fois moins massive que le Soleil. Et aussi, si elle est rouge, c'est pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'elle a une couleur rouge et que le Soleil a une couleur jaune? Qu'est-ce qui détermine la température? Pardon? C'est lié à sa température? Oui, exactement. C'est dû à sa température. Alors, à votre avis, une rouge, elle est plus chaude ou elle est plus froide? C'est plus froid, c'est le Froide. Tout le monde est d'accord? Plus froide, plus froide. Oui, tout à fait. Elle est plus froide. Je dis souvent, c'est le contraire des robinets. Mais en physique, quand vous commencez à faire chauffer un métal, il va d'abord briller dans l'infrarouge, puis il va devenir rouge très profond, puis rouge, puis jaune, puis voilà. C'est l'histoire de la flamme aussi, du briquet par exemple, qui est bleu en dessous, où c'est le plus chaud, et qui est jaune, et puis qui est orangé tout au-dessus. Donc en effet, il faut savoir que les températures des étoiles, les étoiles les plus froides, comme par exemple les naines ultra froides comme Trappista, elles ont une température d'en gros 2500 degrés. Ça reste chaud pour nous, êtres humains, mais c'est froid pour une étoile. Le Soleil a en gros 6000 degrés à la surface, il est jaune. Et puis les étoiles, c'est souvent des étoiles massives, bleues, très chaudes. Elles peuvent monter à des températures de 25 000, 30 000, voire plus degrés. D'accord? Donc, ce qui est très intéressant, alors je ne sais pas si vous voyez pourquoi, je peux peut-être vous poser la question, est-ce que vous avez une idée pourquoi c'est plus facile de trouver un transit d'une planète terrestre autour d'une étoile comme Trappiste 1 plutôt qu'autour d'une étoile comme le Soleil? Forcément, si la planète est plus petite, elle émet moins de lumière, déjà. Donc, Et du coup, s'il y a une planète qui passe devant, on verra plus la différence que sur un Soleil qui dégage plus de lumière, du coup la différence sera moindre. voilà, tout à fait. La surface de l'étoile étant plus petite, la luminosité de l'étoile, évidemment, elle est plus petite sur la même distance, mais surtout, sa surface étant plus petite, la quantité de lumière qui va être cachée par une planète de taille donnée, imaginez de mettre la planète Terre devant le Soleil et la planète Terre devant la naine rouge. Bien sûr, dans le cas de la naine rouge, on va cacher un plus gros pourcentage de la surface de l'étoile. Du coup, la baisse de luminosité va être d'autant plus forte. Elle va être faible devant une grosse étoile comme le Soleil, et elle va être plus forte, la baisse de luminosité, devant une petite étoile. Et c'est en effet ce qu'on s'est dit pour pouvoir arriver à trouver avec un plus petit télescope sur Terre les transits. Et donc, ce qui est amusant, c'est que personne n'avait fait ça avant nous, typiquement. Enfin, il y a une autre équipe américaine, mais ils n'avaient pas pris des étoiles aussi petites, ils avaient pris des étoiles quand même un petit peu plus grosses. C'est que, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le fantôme de Copernic, c'est toujours l'homme un peu nombriliste qui est toujours obligé de chercher exactement la même chose que ce qu'il connaît ou de croire que les planètes n'apparaissent qu'autour des étoiles, par exemple, comme le Soleil, etc. Et non, mais là on ne le savait pas avant notre découverte, même les petites étoiles aussi fabriquent des planètes. Et la chose incroyable, c'est qu'une toute petite étoile comme Trappista a réussi même à fabriquer 7 planètes de type terrestre, rocheuse, et pas des petites planètes. Alors, la Terre est petite par rapport à Jupiter, mais la Terre est dans le système solaire, est la plus grosse des planètes telluriques quand même. Et elle renferme pas mal de masse par rapport à Mercure, Mars par exemple, qui sont nettement plus petites. Et donc, personne n'avait cherché vraiment autour de ces étoiles-là, et c'était ça vraiment l'idée extrêmement originale. Il nous a fallu, en fait, pour la trouver, 6 ans d'observation. On a passé en revue à peu près 60 étoiles, et puis on a eu, on peut dire, un peu le coup de chance aussi. Bien sûr,
on espérait bien. Il y avait des calculs qui montraient qu'on pourrait trouver une exoplanète peut-être, en fait 0,9, si on faisait la centaine d'étoiles pour laquelle notre télescope pouvait fournir la détection d'une planète de type terrestre. Et après en avoir surveillé 65 à peu près, bing, on a eu bingo le jackpot. Alors, attention, ce système planétaire est extrêmement différent de notre système planétaire. Alors là, je vois que je suis un petit peu en train de dépasser bien gravement le temps imparti, désolé. J'arrive tout doucement à la fin. Le système TRAPPIST-1, il y a 7 planètes de type terrestre, donc rocheuses, mais attention, le système est extrêmement différent de notre système solaire. Regardez ce graphique qui représente en haut le système TRAPPIST-1 avec la petite étoile ici qui n'est pas représentée à l'échelle par rapport au Soleil qui est ici en bas. Donc en dessous, on a le système solaire. Et regardez, il est marqué N large 25 fois. Donc en fait, tout le système TRAPPIST-1 tient à l'intérieur totalement de l'orbite de Mercure et n'est que ce petit système que vous voyez là autour du Soleil. Donc c'est un mini-système planétaire hyper compact. Et pourtant, il y a une zone habitable extrêmement intéressante, puisque c'est ce qui a fait aussi l'importance de cette découverte, c'est qu'on a 3 planètes de type terrestre, dont 3 dans la zone habitable. Okay, vous avez la E, la F et la G qui sont dans la zone verte, ici, qu'on a représentée, qui est cette zone où on peut avoir l'eau sous forme liquide. Donc, ça, c'est évidemment extrêmement intéressant, parce qu'on a 3 planètes de type terrestre, tempérée, donc ni trop chaude ni trop froide, où on peut avoir de l'eau liquide, et aussi, chose extrêmement importante, autour donc d'une étoile de type naine rouge, proche, parce que, alors là c'est pas indiqué sur la slide, mais j'aurais dû, elle est à 40 années-lumière. 40 années-lumière, c'est extrêmement proche, la taille de notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. Là c'est 40 années-lumière, donc TRAPPIST-1 est parmi les 200 étoiles les plus proches du Soleil. Ce qui fait que dans le futur, c'est un système planétaire extrêmement intéressant pour essayer justement d'aller découvrir sur nos planètes des traces de vie. Alors, la NASA, ils avaient bien flairé le coup quand ils avaient vu notre premier papier pour la découverte des 3 premières, mais on savait qu'il y avait d'autres planètes dans le système, mais on n'arrivait pas, depuis le sol, après 1 an d'observation, on n'est pas arrivé à savoir exactement combien il y en avait. Donc, on a fait une demande de temps d'observation avec le télescope infrarouge de la NASA, et la NASA nous a filé 1000 heures d'observation sur leur télescope. Ça représente plus d'1 million de dollars, alors que l'Europe ne nous a filé que 10 heures sur les très grands télescopes européens. La NASA, ils avaient flairé le bon coup, et ils ont été associés fatalement à la 2e publication, puisque grâce au télescope spatial infrarouge de la NASA, on a pu montrer qu'il y avait, on était sûr qu'il y en avait au moins 5, on a pu montrer qu'il y en avait 7. Il y en avait une d'ailleurs qu'on n'avait jamais vue, c'était la 7e qui est la plus petite. Donc on a eu la chance d'être invité, là ça fait déjà 3 ans maintenant, à Washington, au quartier général de la NASA, pour faire une conférence de presse en live. C'était super génial. Après la conférence, donc la conférence en live a été suivie par 6 millions de personnes sur le Facebook de la NASA. Et pendant 2 heures, après, on répondait, il y avait 35 000 personnes qui étaient connectées et qui nous posaient des questions. Fatalement, on n'a pas pu répondre à tout le monde à la fois. Et en plus, on est allé se balader à Washington, on est allé pendant 3 jours. Ça a été une expérience assez inoubliable. Très intéressé aussi de voir que le lendemain et pendant les mois qui suivent, si je suis encore là aujourd'hui, c'est un petit peu à cause de cette découverte qu'il y a eu il y a 3 ans. À la une du New York Times, le lendemain matin, on découvrait donc notre système d'exoplanètes. Évidemment, les images que je viens de vous montrer sont des images d'artistes. Okay, on n'a pas vu les exoplanètes, évidemment. C'est une détection indirecte, mais on pouvait les imaginer. On a reçu aussi CNN en Belgique, on a fait le tour des abbayes. Enfin, c'était assez rigolo. La toile s'est enflammée. Et je vous en montre quelques-unes ici. D'abord, il y a Google qui nous a fait l'honneur de faire un doodle très rigolo où on voit la Terre et la Lune qui sont en train d'observer. On a découvert ça le soir de la conférence de presse, puis hop, on trouve une planète, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, coucou. Et puis la Terre et la Lune qui sont tout contents
parce que finalement, en quelque sorte, ils ne sont plus seuls dans l'univers. Les gens ont réagi énormément à la découverte, aussi à l'aspect un petit peu rigolo avec le nom du système, TRAPPIST. Les gens ont remplacé les planètes par les bouteilles. Ici, vous avez évidemment notre data nationale, il y a une BD qui est Objectif Lune, c'est Objectif TRAPPIST, où ils ont remplacé la fusée par une bouteille de Chimay. Les caricaturistes en Belgique s'y sont mis, mais un petit peu en fait partout. Il y a eu des réactions, et notamment les artistes également. Il y a d'ailleurs un single qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps d'un groupe de rock de Liverpool que vous pouvez trouver sur Internet, c'est In Isolation, et c'est vraiment super. Dans un autre style, il y a un rappeur espagnol qui s'appelle Lorimoni, qui a fait aussi un single sur Trappist 1, avec tout ce que ça a suscité aussi parmi les gens. En fait, la découverte d'autres planètes terrestres peut être habitable dans un moment où on a les problèmes d'écologie, où il se passe plein de problèmes sur la Terre. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir, il y a 3 ans déjà avec Trump, il balance pas mal le Lorimoni. Et cette vidéo avait quelque chose comme 300 000 vues la dernière fois que j'avais regardé, bien plus probablement que le nombre de vues par les scientifiques de notre article. Il y a eu aussi, il y a un an et demi, une bande dessinée française qui s'appelle Red Sun, qui fait clairement référence au système TRAPPIST. Donc il y a vraiment eu un engouement énorme autour de cette découverte, donc de 7 planètes de type terrestre, dont 3 dans la zone habitable. Pour terminer, je vais vous montrer quelques belles représentations qui ont été faites par les astronomes de la NASA en collaboration avec ce qu'ils appellent le Exoplanet Bureau à la NASA. C'est assez incroyable. Ils ont 3 graphistes qui passent leur temps à faire de magnifiques posters pour vulgariser les découvertes. Et là, on peut imaginer que sur la planète, ça fait B, C, D, E, sur la planète E, voilà la vue qu'on pourrait avoir s'il y avait de l'eau dessus, ce qu'on n'a pas encore confirmé aujourd'hui. On espère le faire, évidemment, mais ça va encore prendre un peu de temps. Voilà ce qu'on pourrait voir. Ce qui est très impressionnant, c'est que les planètes trappistes sont tellement proches les unes des autres qu'en fait, on les voit dans le ciel aussi grosses que la Lune, alors que nous, depuis la Terre, les autres planètes, on ne voit que des petits points brillants. Dans le système TRAPPIST A, vous verriez toutes les planètes sous forme de croissants en fonction ou vous voyez, un peu ressemblant à la Lune. Ici, un poster que je trouve assez incroyable et qu'on a vu un petit peu partout, qui est une vue tout à fait réaliste. C'est un dessin, mais ce que vous voyez dans le ciel, c'est une conjonction qui existe si on fait tourner les planètes un certain nombre de fois. On peut arriver à avoir un alignement semblable de toutes les planètes de TRAPPIST A. Et ici, vous avez des gens en fait qui arrivent sur la planète E, qui est la BHZ pour Best Habitable Zone, qui est la planète en gros la meilleure pour abriter la vie en plein milieu de la fameuse zone habitable. Chose assez incroyable aussi, c'est que les étoiles que vous voyez dans le ciel sont aussi la carte du ciel telle qu'elle serait vue depuis TRAPPIST 1 à 40 années-lumière. Et en fait, à 40 années-lumière, on est encore suffisamment proche de la Terre que pour reconnaître certaines constellations. Et par exemple, ici, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais il y a la constellation d'Orion qui est en fait visible, un petit peu déformée. Il y a la planète, l'étoile Sirius également qui est visible. Et bon, là, ils ont représenté une base sur telle que ce serait, on pourrait l'imaginer sur cette fameuse planète. Alors, ceci, c'est un détail sur lequel on peut revenir dans les questions si vous voulez, mais nos planètes, elles sont loquées, elles sont en synchronisation totale avec leur étoile, donc elles ont toujours la même face à leur étoile. Donc, ce qui est assez incroyable dans ce système, c'est que sur ces planètes, il n'y a pas d'alternance du jour et de la nuit comme on le connaît sur Terre. Vous ne voyez pas l'étoile qui se lève et qui se couche, parce que vous avez toujours une face jour, une face nuit, une face chaude, une face froide, avec probablement une zone de twilight qui pourrait être la plus intéressante pour abriter la vie. Donc récemment, on a fait un update de toutes les caractéristiques des planètes. Et ce qui est assez incroyable, elles ont toutes quasi des rayons semblables à la Terre. La plus grosse, elle est 12% plus grosse, 15% plus grosse que la Terre.
et la plus petite, elle est 20% plus petite. Vous avez ici à l'échelle bien représenté les tailles de ces différentes planètes. Alors le futur pour nous maintenant, c'est Spéculoos. On espère trouver d'autres planètes de ce type. Donc de TRAPPIST, on passe à Spéculoos. Spéculoos, c'est un cookie belge qu'on mange qu'on prend avec le café, que vous connaissez peut-être, qui est un acronyme pour Search for Habitable Planet Eclipsing Ultra Cool Stars. Un observatoire beaucoup plus gros, là, constitué de 4 télescopes d'1 mètre de diamètre installés dans un autre observatoire dans le nord du Chili, à Paranal, près du mont Paranal que vous voyez là en arrière-plan. Un site encore meilleur que celui de la CIA. Voilà un petit peu la construction en 2016. Aujourd'hui, notre observatoire est totalement opérationnel maintenant depuis plus d'1 an avec 4 télescopes qui scrutent le ciel. Et cette fois-ci, on va scruter le ciel pendant 10 ans et on va passer en revue non pas 50 étoiles, mais 1000 étoiles, 1000 naines rouges. Et on a même là construit 2 autres télescopes dans l'hémisphère nord qui vont aussi faire la même chose. C'est une course contre la montre actuellement pour trouver dans les deux ans qui viennent le plus possible de ces planètes. Donc, on étend à un facteur 10 le survey qu'on avait fait avec les télescopes TRAPPIST. On espère donc qu'on va avoir 10 fois plus de planètes, 10 fois plus de systèmes. Et c'est une course contre la montre parce que le but, c'est de les trouver le plus grand nombre possible avant le lancement du fameux James Webb Space Telescope, le tout grand télescope de la NASA, qui va remplacer le Hubble Space Telescope dans l'espace, qui est un télescope de 6 mètres de diamètre infrarouge et qui est le seul qui va nous permettre de savoir s'il y a de la vie sur ces planètes. C'est un télescope qui n'aura une durée optimale de vie que de 5 ans dans l'espace. Ça fait 10 ans qu'il est en construction, ça fait plusieurs années qu'il aurait dû être lancé dans l'espace, mais il est tout le temps retardé pour des problèmes techniques. On espère que ça va marcher, il va être lancé l'année prochaine dans l'espace. Et donc, grâce à ce télescope spatial infrarouge, on devrait pouvoir détecter dans les atmosphères, on devrait pouvoir détecter si nos exoplanètes TRAPPIST ont des atmosphères, et on devrait même être capable de dire s'il y a une vie sur ces planètes en observant dans l'atmosphère de ces planètes ce qu'on appelle des biosignatures. Donc, par exemple, l'eau, l'ozone, le CO2, le méthane, qui tout ensemble ne peuvent pas exister simplement par la géologie de ces planètes. On peut montrer par exemple que pour Vénus, voilà, on ne voit pas du tout d'eau, par exemple, pas d'ozone. L'ozone, ça vient de l'oxygène, etc. Et donc, on peut remonter à ce qu'on appelle des biosignatures qui pourraient traduire l'existence de vie sur la planète. Quand vous observez la Terre depuis l'espace, même si on n'arrive pas à voir les êtres humains, évidemment, ou les constructions, etc., depuis l'espace lointain, on peut, dans l'atmosphère, déceler la présence de vie sur la Terre. Voilà, et bon, en fait, j'ai parlé pendant 1 heure, plutôt qu'une demi-heure. Mais j'écoute vos questions, bien sûr, et je vais en rester là. Et je vais peut-être repasser en mode vidéo. Voilà.